Votre émission Le Rendez-vous vous est présentée par But. But, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Aujourd'hui, dans Le Rendez-vous, nous aurons la chance de recevoir Philippe Morand. Philippe Morand qui est comédien. Vous retrouverez également les conseils de Berthe, plein de petites infos utiles pour se préparer à l'hiver. On retrouvera bien évidemment l'agenda pour savoir toutes les sorties à faire ce mois-ci à Saint-Dizier. Et puis une autre rubrique, l'info qui ne sert à rien, c'est maintenant dans Le Rendez-vous. Bonjour Philippe. Bonjour Rémi. Alors, donc Philippe, tu es comédien, c'est ça? Eh oui. Alors, raconte-nous pourquoi tu as choisi d'être comédien. Ah, c'est arrivé à l'âge de 8 ans. À 8 ans, j'ai vu un spectacle et je suis tombé fou de la façon dont quelqu'un sur scène pouvait nous procurer du plaisir. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à mes parents, je veux être donneur de plaisir comme un monsieur que je viens de voir sur scène. Petit village, mon père boucher, c'est pas un métier quoi. Donc c'est resté en tête jusqu'aux années 2000 où j'ai vraiment commencé à mettre le pied dedans, quoi. D'accord. Et donc finalement, qui est la personne qui t'a lancé justement dans le métier Ah, mon papa de théâtre, quelqu'un que j'aime énormément, Jean-Marie Lejude, qui est metteur en scène. J'ai été pendant 10 ans dans la troupe de l'Encrier à Saint-Dizier. Donc j'ai fait du théâtre pendant 10 ans et c'était Jean-Marie Lejude, metteur en scène professionnel international, qui nous mettait en scène. Et lui m'a poussé à suivre des formations. Je suis allé suivre des formations avec Robin Renucci en Corse, à Paris, en Suisse. Et c'est en 2010 qu'il m'a dit que j'étais mûr. D'accord. Philippe, t'es mûr, vas-y, lance-toi. Et donc, voilà, il y a la troupe la compagnie de théâtre au coin de l'Ébène de Saint-Dizier, qui m'a donné la chance de faire un premier spectacle, L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, de Louis Sepulveda, qui a fonctionné énormément, plus de 60 dates, je suis allé en tournée en Corrèze, et donc ça a marché super bien. Et la deuxième rencontre, pour enregistrer des voix off pour des personnages, des chats en l'occurrence, dans le spectacle, j'ai rencontré Philippe Jasmin, qui habite dans la région, dans la Marne, tout près de chez moi. Et un jour, il m'appelle, après avoir enregistré ces voix-là, il m'appelle et me dit, voilà, je viens d'écrire un scénario pour un court-métrage, j'ai un rôle pour toi, est-ce que ça te dit? C'était en 2012, le court-métrage s'appelle C412, qui a eu déjà une quinzaine de sélections internationales. Et c'est parti comme ça. J'ai découvert le cinéma et je suis tombé fou de ça, quoi. Et justement, qu'est-ce qui t'attire dans le métier de comédien ou même de voix off? Parce que du coup, tu fais un peu de voix off aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans ces métiers-là? Je crois que comme beaucoup de comédiens ou de comédiennes, c'est de pouvoir incarner plusieurs personnages, d'être caméléon. Ouais. Cette année, je suis passé par un roi qui combat à l'épée. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens de terminer le tournage là. Alors moi aussi j'ai la barbe, mais oui. je ne combats pas à l'épée. Hein. D'accord. Mais Pas encore. je ne combattais pas à l'épée. Donc c'est un maître d'armes du Puy du Fou qui est venu nous entraîner pendant au moins une dizaine de fois pour combattre à l'épée, quoi. Et donc là, le tournage a été terminé. Un officier allemand pendant la guerre. Donc c'est passé par multi-personnages. Ouais. Et multi-émotions, quoi. Pouvoir travailler sur cette palette d'émotions. Donc c'est ça qui m'attire énormément. Et puis rencontrer des personnes. Ouais. On crée un réseau. Il faut travailler énormément. Il faut rencontrer la bonne personne au bon moment. Et donc c'est le réseau qui fait que voilà, ça continue, quoi. Donc c'est ça qui m'attire, quoi, dans ce métier. Finalement, il y a une petite part de chance dans ce métier-là. Enfin, la part chance fait partie aussi de tout le package pour un comédien ou pour un artiste. Tout à fait, tout à fait. On peut vraiment dire ça parce que on peut travailler le mieux possible. Si on ne rencontre pas la bonne personne au bon moment, ça ne va pas aller. Passer un casting. Je suis allé passer un casting début 2015 pour le rôle principal d'un long métrage
je n'ai pas été retenu. Fin 2015, l'année dernière, je tourne un rôle principal le chef de bandit dans un western à effets spéciaux à Montpellier. La réalisatrice me rappelle, voilà, on a revu les choses, on aimerait te revoir pour repasser un nouveau casting, 4 comédiens, 4 comédiennes, je veux le couple idéal. Donc j'ai lu le livre de Muriel Brino, qui est une des co-réalisatrices avec Aurore Weber, de ce long métrage qui s'appelle Derrière les apparences. Une pépite. Et donc je suis allé passer de nouveau ce casting début de cette année. Et une semaine après, j'ai l'énorme chance et l'énorme honneur d'être pris pour ce rôle principal. On a commencé le tournage de ce long métrage en août. Il va se terminer en décembre l'année prochaine. C'est pratique, on ne voit pratiquement ça jamais. On va tourner on va tourner chronologiquement. Elle veut le vieillissement, le changement physique, les saisons, et donc ça va se tourner. Donc là, je tourne encore la semaine prochaine. D'accord. Donc voilà quoi. Donc c'est finalement, si je prends l'exemple de ce long métrage, c'est quelque chose d'assez lourd parce que finalement c'est pas sur un temps donné on tourne un film ou le long métrage, mais c'est vraiment sur un an complet. Et puis je pense à des périodes assez fréquentes, ça revient assez fréquemment au niveau du tournage. Oui, là on tourne à peu près, là en ce moment, on s'est déjà vu à peu près 6 fois là, depuis le mois d'août. Il va y avoir donc 3 jours la semaine prochaine, il va y avoir 3 jours au mois de décembre, et puis ça va ne faire que s'accélérer quoi, par rapport à tout ça, quoi. Donc c'est-à-dire que je m'appelle David dans le film, il va falloir chausser l'habit de David à chaque fois, quoi, et puis le lâcher quand on repart, quoi, parce que je suis aussi sur d'autres projets. Et justement, le fait de changer de rôle et d'avoir finalement plusieurs rôles en même temps, parce que les projets sont là, c'est pas compliqué, ou on s'en mêle pas un petit peu les pinceaux par moment entre David, entre le roi, ou un autre personnage? Non, du tout. Enfin, en tout cas, moi, du tout, parce que je déconnecte complètement dès que c'est terminé. J'ai la chance d'avoir eu mon épouse qui n'est absolument pas dans le cinéma et qui me remet les pieds sur terre quand je rentre. Et ça, c'est excellent. Et non, il suffit on fait David aujourd'hui, on fait un roi qui va combattre à l'épée demain. Et puis, non, il suffit d'être dedans, quoi. Je dirais que peut-être le plus compliqué, c'est les textes. Ne pas mélanger ces textes, être bien dedans. Mais j'essaie d'être le plus vrai possible quand je joue. Je suis allé suivre encore une formation l'année dernière sur le jouer vrai à Paris, qui était une formation exceptionnelle, quoi, où vraiment on arrive à être le plus vrai possible, ce qui est le plus compliqué aussi à faire, quoi. Et donc on est là, quoi. C'est pas la peine d'en faire de trop. Et puis à l'écoute, tout le temps à l'écoute avec le ou la réalisatrice, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle veut elle veut nous emmener où, il veut nous emmener où, quoi. C'est ça, quoi. Donc c'est aussi avoir cette humilité-là de dire, nous on n'est que, entre guillemets, son serviteur, quoi, de son personnage, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment bien, quoi. Une humilité en tout cas en toi, et c'est une qualité en tout cas, et bravo pour cette qualité. Merci. Moi, il y a une question qui me taraude. J'ai la chance d'avoir un comédien sur le plateau, donc je vais poser une question qui me taraude depuis plusieurs moments. C'est justement quand il y a plusieurs textes comme ça. Est-ce que tu apprends finalement séquence par séquence, ou est-ce que tu apprends ton texte tout d'un coup et après je vais rechercher dans ma case mémoire la partie, ou comment ça se passe en tout cas pour toi? Alors le cinéma, c'est complètement différent du théâtre. Le théâtre, si on prend le spectacle L'histoire d'une mouette et du chat qui lui a pris à voler, c'était environ 70 pages de livres. Là, on est bien obligé de les apprendre du début jusqu'à la fin. Le cinéma, c'est pas pareil. On peut prendre l'exemple du long métrage Derrière les apparences. Je sais que je vais aller tourner 3 scènes la semaine prochaine. Je vais apprendre les 3 scènes là. On n'est pas obligé d'apprendre ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Par contre, ce qui est primordial, c'est de savoir la scène, où elle se passe et quand elle se passe dans l'histoire du film. Que s'est-il passé avant? Que va-t-il se passer après? Est-ce qu'il va y avoir une incidence? Mais en tout cas, on est bien sur ça, quoi. Donc, c'est assez confort, quoi, tout qu'on fait. Dans ce métier de comédien au cinéma, on est 80% de notre temps à attendre.
Ouais. Eh bien oui, parce que si on est en train de tourner, nous, cette scène-là, et Oui. qu'on va en retourner une autre, il va y avoir toute l'équipe technique qui va remettre tout en place. Oui. Et donc, quand on attend, on peut être on répète avec l'autre personne la scène qu'on va refaire. Et puis le gros avantage, c'est on se trompe, coupé, on la refait. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est confort quand même de pouvoir. C'est assez couper, confort. qui n'est pas forcément faisable au théâtre. Au théâtre, Là, on se trompe, c'est trop tard. Et puis, enfin, je reviens sur du coup le théâtre, la mouette et le chat qui lui a appris à voler. Oui. Dans mes souvenirs, c'est une pièce que j'ai vue jouer par toi, et finalement, tu es tout seul sur scène en plus, donc ça doit être assez impressionnant la charge de travail. Pour l'apprentissage du texte, mais aussi les déplacements, le regard, etc. Parce qu'il y a aussi tout ça qui entre en compte sur du théâtre ou même du cinéma. Et oui. C'est ça, quand on voit un film ou quand on voit un spectacle, on le voit se dérouler, et notre cerveau se laisse aller au spectacle s'il nous plaît, et on est complètement dedans. Et il faut se rappeler de son texte, je dirais entre guillemets. Ouais. Le texte, il faut l'avoir tellement en tête qu'il doit couler. Oui. Donc il doit venir tout seul. Mais il vient par le déclenchement d'un déplacement, d'un objet qui va bouger. Si on est avec quelqu'un d'autre, une réplique qui va être donnée. Et là, quand on est tout seul, oui, il n'y a pas de réplique. Oui. Donc, il faut être complètement dans l'histoire, se laisser aller dans cette histoire et la vivre complètement. Je ne dis pas qu'au début, les premières représentations, on n'est pas crispé. Par rapport à ça, le théâtre, moi, j'ai une énorme boule ici, 5 à 10 minutes avant de jouer. Et quand c'est parti, c'est parti. Okay. Au cinéma, je n'ai absolument pas cette boule. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, donc voilà. Mais oui, il faut vraiment faire attention à toutes ces connexions entre les déplacements, aller de là à là. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ou comment je me place par rapport au personnage, par rapport au public. Donc oui, il y a énormément de choses à prendre en compte. Oui. Que l'on prend en compte aussi au cinéma, bien entendu. Bien sûr. Mais donc voilà. Très bien. Donc là, on a pu entendre un petit peu des noms de courts-métrages ou de longs-métrages ou de pièces de théâtre dans lesquelles tu as joué. Donc ça, c'est des choses que tu as déjà faites. Mais parle-nous un petit peu, du coup, maintenant, de ce qui arrive et de ton actualité, finalement, qui arrive. L'actualité qui arrive, c'est multiple. Cinéma, un cours à l'école. C-O-U-R-T. C'est 3 courts-métrages que je vais réaliser par le biais de Totem Prod dans 3 écoles de Saint-Dizier, Jean de La Fontaine, Jean Massé et Diderot, où j'ai commencé là déjà, ça fait déjà 4-5 fois qu'on se voit avec les élèves de CM2 de chaque école, où on va carrément mettre en place l'écriture d'un court-métrage, le storyboard, la mise en place d'une équipe technique, la mise en place d'une équipe de comédiens. On va faire un véritable casting. Les enfants vont être vraiment dans l'idée d'un vrai court-métrage professionnel. D'accord. Il y aura ensuite, au mois de juin, après avoir monté le film, donc c'est Philippe Jasmin qui va lui être au montage, mixage, la musique du film, l'aide sur l'écriture du scénario. On va projeter dans chaque école le film de l'école. Tous les élèves de chaque école verront le film. Et ensuite, on va projeter les 3 en même temps, les uns derrière les autres, au Ciné-Quai. Et là, ils vont voir que chacun va avoir transformé le film différemment. Parce qu'on est parti sur un tableau de Munch, Le Cri, pour ne pas le citer. Et on est parti sur des interrogations, on a posé des questions bien ciblées, des interrogations qui ont fourni énormément déjà de travail, et c'est par rapport à ça qu'on va commencer à écrire un pitch au départ, et ensuite un scénario. Okay. Donc on rappelle, le Ciné-Quai, c'est le cinéma qui se trouve à Saint-Dizier. C'est ça. Donc ça, c'est pour ton actualité, donc dans ce que tu fais au travers des enfants, donc tu interviens dans les écoles, mais sur ton actualité à toi perso. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quelles sont les petites indiscrétions que l'on peut savoir et que nos spectateurs peuvent savoir? Sur mon actu perso, là, vous m'avez peut-être vu sur toutes les chaînes de France Télévisions. Je viens de tourner une pub pour les grandes causes nationales, les gestes qui sauvent. J'ai le long métrage Derrière les apparences qui est en cours. Début d'année prochaine, un western, avec effets spéciaux encore. 2 courts-métrages de rôles principaux aussi. Je
c'est tout frais, je vous donne l'info. Ouais. Je viens de terminer l'écriture d'un très court métrage, quelque chose qui va être de moins de 10 minutes, Oui. que je vais tourner avec l'équipe du long métrage Derrière les apparences. Et puis d'autres choses que je ne peux pas dire pour l'instant, D'accord. mais qui sont très intéressantes. Ok. Voilà, Donc, une actualité assez chargée en tout tout cas. à fait. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du rendez-vous. On te souhaite vraiment bon vent pour tous ces projets et on va surveiller de très près toutes ces choses-là. C'est gentil, merci à toi Rémi. Et puis bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. On se retrouve tout de suite avec une prochaine rubrique, l'agenda. Ce mois-ci, dans l'agenda, vous pourrez retrouver Christophe Maé. En effet, ce soir, à 20h30 au Fuseau, Christophe Maé revient pour son pré-tour avec un tout nouvel album, Attrape-Rêve. Donc, vous pourrez découvrir, ou du moins redécouvrir son univers avec sa voix éraillée et son timbre ensoleillé. Je rappelle, c'est ce soir au Fuseau à 20h30. Le 3 décembre à 20h au Fuseau, venez découvrir les amis d'enfance Lucie, Elisa et Juliette qui forment le trio LIJ. Un trio qui a fait un buzz impressionnant sur Internet, sur YouTube. Et donc vous pourrez les retrouver ce jeudi 3 décembre à 20h au Fuseau. Également, au mois de décembre, le 9 à 20h30, à la Forgerie, le théâtre de Vassy, vous pourrez découvrir Léo, un spectacle qui est à mi-chemin entre le cirque, le théâtre et la danse. Une belle soirée en perspective lors de ce spectacle Léo. Également le samedi 10 décembre à 19h, donc un feu d'artifice, une déambulation dans la ville du Père Fouettard et de Saint-Nicolas. Et oui, ça y est, les fêtes sont lancées. Et donc ce sera ce soir-là que les illuminations de Saint-Dizier seront également lancées. Donc vous pourrez découvrir toutes ces illuminations, le sapin, le village de Noël. Au pied des remparts à 19h, il y aura un feu d'artifice et puis une distribution de papillotes comme d'habitude par Saint-Nicolas, accompagné malheureusement de Père Fouettard. Donc ça, ce sera devant la mairie le samedi 10 décembre à 19h. Le dimanche 18 décembre à 14h, vous retrouverez également sur la place de la mairie, la place Aristide Briand, des sculptures sur glace. Donc c'est toujours dans la magie de Noël avec cette démonstration et un final en feu. Et oui, alors je n'en sais pas plus. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ça le 18 décembre à 14h. Vous pourrez donc retrouver toutes ces infos des animations de Noël que sont organisées par la ville de Saint-Dizier, mais également les vitrines de Saint-Dizier. Donc ce sera sur le site puissanceplay.fr ou sur le site de la mairie www-saintdizier.fr. Nous enchaînons tout de suite notre émission avec les conseils de Berthe. Salut Berthe. Salut Rémi et bonjour à tous. Alors comme on le sait en ce moment, les températures ont beaucoup chuté. Les grosses écharpes, les bonnets et bien sûr les rouges à lèvres foncés sont de sortie. Mais pour bien appréhender l'hiver, il faut y être préparé. Alors tenez-vous bien, messieurs, restez ici, ça peut vous concerner. Je vous ai préparé 5 conseils pour s'apprêter pour l'hiver. Donc voilà, c'est parti. Alors le premier conseil, Berthe, c'est quoi? Alors le premier conseil, c'est d'abord le problème en fait avec l'hiver, c'est que souvent la peau est sèche, rugueuse, elle tiraille et c'est vraiment pas confortable. Donc pour remédier à ça, j'ai trouvé une solution. Donc la solution, c'est bien sûr l'hydratation. Le problème souvent avec l'hydratation, c'est que par exemple les personnes qui ont une peau grasse ont tendance à se dire « j'ai la peau grasse, pourquoi j'en rajouterai? Ça va encore plus la graisser entre guillemets ». Je fais partie de ces personnes-là, effectivement. Eh bien sache que c'est une erreur. C'est une erreur parce que justement zapper l'hydratation, ça fait que la peau crée du sébum et en fait finalement elle se rend encore plus grasse. Donc pour les peaux grasses, je vous conseillerais une crème légère ou alors si tu veux quelque chose de naturel, une huile de jojoba qu'on peut trouver un peu partout dans le commerce maintenant. Ensuite pour les peaux sèches, je vous conseille une crème en baume, c'est mon cas d'ailleurs les peaux sèches, ou alors une crème bien lourde et nourrissante, donc une huile d'avocat, ce serait le top du top. Et donc pour les personnes qui souhaiteraient traiter un petit peu les signes de l'âge, les rides, etc. Alors pour les peaux matures, tout simplement une crème anti-rides. Elles ont souvent à peu près la même consistance que les crèmes pour les peaux sèches. Ou alors, ce que je peux vous conseiller le mieux, c'est l'huile de noix d'abricot. Donc c'est la meilleure amie en fait des peaux matures et vous pouvez même en rajouter dans vos masques pour les petites jeunettes qui veulent prévenir des rides. D'accord.
Un autre conseil peut-être? Oui, alors ensuite on continue avec les cheveux, car comme c'est l'automne, en fait, on a tendance à beaucoup plus perdre nos cheveux. Et donc pour remédier à ça, il n'y a pas de secret. Le mieux, c'est d'avoir une bonne alimentation et aussi de faire des masques et des bains d'huile, donc faits maison ou ceux qu'on peut trouver dans le commerce, même si je vous avouerai que j'ai une petite préférence pour les masques faits maison qui sont plus économiques et plus naturels. Et comment on fait alors ces petits masques faits maison? Alors, pour ces petits masques, il y a 2 conseils. Soit je peux vous conseiller l'huile de coco et l'huile de ricin, qui sont donc des très bons alliés, ou alors vous pouvez mélanger tout simplement un avocat, du miel et un petit yaourt. Vous mettez tout ça sur vos cheveux, des racines jusqu'aux pointes, et vous pouvez laisser poser ça de 30 minutes à toute une nuit, et vous verrez, vos cheveux ne feront que vous remercier. Très bien. Alors, un troisième conseil peut-être. Oui, et un troisième conseil, donc ça y est, je crois que tout le monde a remarqué, on passe en mode oignon, c'est parti. Donc pour optimiser la régulation thermique et laisser le corps respirer, il faut s'habiller chaudement. Et ce que je peux vous conseiller justement, c'est d'opter pour plusieurs couches pour s'adapter au changement de température entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez porter de préférence des vêtements qui sont plutôt amples et des matières naturelles comme de la laine ou du coton. Et Rémi, je sais que tu suis beaucoup la mode. Oui. Alors, sache que ça tombe bien, cet hiver, la tendance est aux pulls plutôt loose, bien amples et aux matières plutôt chaudes, aux grosses mailles, sans oublier les châles et les ponchos qui sont aussi très tendance pour les hommes cette année. Et un dernier petit point mode d'ailleurs, la fourrure synthétique ou colorée et les manteaux XXL sont les dernières stars de l'hiver. Donc on a tout pour bien avoir chaud en cette saison. Alors, qui dit hiver dit aussi rhume, maladie. Est-ce que tu as un petit conseil là-dessus? Et oui, malheureusement, c'est vrai que l'hiver, le corps est plus faible, on va dire. Donc j'ai quelques conseils pour notamment les voies respiratoires qui sont les premières victimes des attaques de l'hiver. Donc pour ça, vous pouvez faire des inhalations à base d'eucalyptus, de thym ou d'extrait de benjoin. Donc elles dégagent les voies nasales, elles hydratent les muqueuses et elles facilitent l'expectoration. Je vous conseille de les faire plutôt le soir, ça permet un sommeil plus serein souvent. Et si vous êtes du genre cocooning, vous pouvez vous faire un petit thé en laissant infuser un petit peu de thym et en ajoutant du miel. Vous verrez, c'est l'hydratation assurée pour la gorge. Et puis enfin, même si ça n'est pas très glamour, un petit nettoyage de nez à l'eau de mer, ça permet de prévenir des rhumes, des rhinites et autres sinusites. Très bien. Un dernier petit conseil pour la route, Berthe. Un dernier petit conseil, c'est parti. Alors cette fois, on va parler plutôt de la maison, où il vaut mieux réduire les écarts, les écarts thermiques entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'ils fatiguent l'organisme. Donc en fait, la température conseillée, c'est plutôt, contrairement à ce qu'on peut penser, aux alentours de 18 degrés, car les températures inférieures à 20 degrés permettent une meilleure adaptation du corps, et ça le rend donc plus résistant pour l'hiver. Et d'ailleurs, vous dormez mieux dans une chambre fraîche et aérée. Donc si dehors l'air est sec, à l'intérieur il est encore plus à cause du chauffage. Donc le mieux c'est d'hydrater la maison à l'aide d'humidificateur d'air. Ou plus simple, si on ne possède pas tous ces gadgets, on peut simplement faire sécher du linge dans la pièce dans laquelle on dort et ça marche très bien aussi. Donc si vous aussi, je vais y arriver, si vous aussi vous devez hydrater la maison, n'oubliez pas vous aussi de vous hydrater parce que souvent on pense à s'hydrater en été, mais finalement l'hiver, le corps aussi a beaucoup besoin d'eau. Donc à la maison ou au boulot, on n'oublie pas sa petite bouteille d'eau et on s'hydrate. On n'oublie pas non plus de diversifier les boissons, donc eau, thé, potage, on a l'embarras du choix en hiver pour s'hydrater. Très bien. Alors je vois que sur la table, là, tu as posé un petit peu d'huiles essentielles. Oui. Alors, on peut par exemple mettre un petit peu d'huiles essentielles donc dans un bol ou dans un bol posé sur le radiateur, par exemple. Ça, c'est faisable. Exactement, ouais. Pour la nuit. Tout à fait, oui. Donc on peut exactement, ouais, pour hydrater dans la maison, on peut laisser poser un bol sur son radiateur avec de l'eau et on peut ajouter un petit peu d'huile d'eucalyptus, par exemple. Ça permet de dégager les voies respiratoires pour la nuit et ça fait vraiment du bien. Très bien. Merci beaucoup, Berthe, pour ces précieux conseils. Merci à toi, Rémi. Et puis j'espère que ces conseils vous auront aidé à préparer tranquillement l'hiver et puis la neige qu'on attend impatiemment. Alors, Berthe, tu restes avec nous puisque nous enchaînons tout de suite avec l'info qui ne sert à rien. Alors, donc pour les infos qui ne servent à rien, Berthe, la première info, tu connais le micro-ondes? Oui. Tu t'en sers? Je m'en sers plutôt bien en tant qu'étudiante, oui. Alors, est-ce que tu sais déjà comment le micro-ondes a été inventé du moins? Alors non, je sais pas du tout. En fait, la personne qui a inventé le micro-ondes, c'est une personne qui marchait à côté d'un tube radar et qui s'est aperçu que la barre de chocolat qu'il avait dans la poche fondait.
Et c'est comme ça qu'il s'est mis à chercher un petit peu avec les ondes, etc. Et voir que les ondes pouvaient faire réchauffer les petites molécules d'eau et faire fondre, enfin du moins réchauffer ou du moins fondre sa barre de chocolat. D'accord. Donc voilà, c'était la première info qui sert à rien. On enchaîne tout de suite. Tu connais les cochons, Oui. un animal, enfin voilà. Alors il faut savoir, Berthe, que les cochons sont plus intelligents que les chiens. Ils ont une facilité d'adaptation un peu plus importante que les chiens. Eh bien. Il faut savoir également que les cochons vietnamiens sont souvent utilisés comme animaux de compagnie. Ah bon? Ah Et bah, ouais. Et c'est donc, spécial. j'ai eu une petite indiscrétion en préparant l'émission. On m'a dit que Georges Clooney avait un cochon domestique aussi qui le promenait en laisse. C'est pas commun quand même. Oui, c'est pas commun, effectivement, ouais. Ces stars, elles nous feront vraiment Ouais, tout et elles n'importe font quoi. tout. Alors, tu connais les tigres, Oui, tu connais les lions, oui. mais est-ce que tu connais le liligre? Ah non. Eh ben voilà, donc en fait, au zoo de Novosibirsk, alors c'est en Serbie, hein, j'écorche un petit peu le nom et veuillez m'en excuser, et ben en fait, il y a un premier liligre qui est né, c'est le premier liligre au monde, et donc ce liligre s'appelle Kiara. Alors le liligre, c'est issu d'un accouplement entre un lion et un ligre, qui est d'ailleurs le ligre, du moins la ligre, c'est le fruit entre l'accouplement d'un lion et d'une tigresse. D'accord. Voilà, donc on a l'image tout de suite qui apparaît sur votre écran de ce liligre Kiara. Voilà, et on termine pour la dernière petite info qui sert à rien. Alors, tu connais mon goût pour Disney. Oui. Je le connais partage aussi ton goût pour Disney. Eh ben, en fait, il faut savoir que les 101 Dalmatiens, Peter Pan, La Belle et le Clochard et Mulan sont les seuls dessins animés de Disney où les deux parents sont présents du début jusqu'à la fin et ne meurent pas. Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, oui, c'est très très rare que dans Disney, les parents soient présents, ouais. Et ben voilà, et donc c'est c'est dans ces dessins animés-là qu'on retrouve les parents qui sont vraiment présents du début jusqu'à la fin et ils ne meurent pas. Alors c'est un peu triste, certes, Oui. mais c'est la triste réalité de Disney. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. J'espère que ce rendez-vous vous a plu. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne fête de Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du rendez-vous.